Au sommaire de ce journal, risque de débordement du fleuve Gambie au niveau de Kédougou. Le niveau de l'eau approche dangereusement la cote d'alerte. Fièvre hémorragique de Crimée-Congo au Sénégal, un mort à Dakar. Nous verrons le tableau clinique de cette maladie avec un infectiologue dans ce journal. Accord de paix signé entre l'État et le MFDC à Bissau. Une frange du mouvement des forces démocratiques de la Casamance se démarque. Crise à la société Expresso Sénégal. Une partie du personnel a manifesté une nouvelle fois ce matin pour dénoncer le licenciement de dizaines d'agents et peut-être le bout du tunnel pour la Sénélec en but à des tensions de trésorerie. Nous vous expliquerons pourquoi dans un instant. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous ferons une évaluation à mi-parcours du plan Orsec 2 semaines après son déclenchement à la suite de fortes pluies. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. À la une de l'actualité, donc, la cote d'alerte presque atteinte sur le fleuve Gambie. Le cours d'eau risque de déborder au niveau de la région de Kédougou. Le ministère de l'eau et de l'assainissement tire la sonnette d'alarme dans un communiqué publié ce matin. Koumba Sandiane Faye. Une situation qui aboutit à un écoulement excédentaire au niveau des fleuves Sénégal et Gambie. Le constat est clair. Dû aux fortes pluies enregistrées ce dimanche 21 août, les services du ministère de l'eau et de l'assainissement ont noté une montée progressive des niveaux d'eau avec une forte probabilité de débordement au niveau proche d'alerte à la station hydraulique de Kédougou. Nyorandour, directeur de la gestion et de la planification des ressources en eau, revient sur les chiffres. Cette situation s'explique par le fait qu'en amont, il y a quand même une forte pluviométrie dans le haut bassin vers la Guinée. Actuellement, hier et ce matin même, à 5 heures du matin, nous avions une hauteur d'eau de 6,75 mètres. Donc, et la cote d'alerte est à 7 mètres. Donc, comme vous le voyez, nous ne sommes pas loin de la cote d'alerte. Si la tendance actuelle se poursuit, dans les prochaines heures, des débordements au cours d'eau surviendront à Kédougou, puis à Gouloumbou. Au-delà de la cote d'alerte, nous pouvons avoir des débordements. Donc, probablement des inondations, parce que souvent, il y a quand même des établissements publics à côté du cours d'eau par endroit au niveau du fleuve. Mais pour le moment, la situation n'a pas encore atteint la cote d'alerte. Compte tenu de ces informations, les populations riveraines et les porteurs d'activités aux abords de ces cours d'eau sont invités à observer une vigilance maximale et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour se prémunir d'éventuels dégâts. Koumba Sandiane Faye, et nous reparlons de cet accident de la route à Malem-Odar il y a quelques jours. Le bilan s'alourdit encore. Une 6e victime a perdu la vie après son transfert à Thiès. Pour rappel, l'accident s'est produit dans la nuit du jeudi au vendredi entre 2 bus de transport en commun. La fièvre hémorragique de Crimée-Congo détectée au Sénégal avec un décès à Podor. Faisons la présentation de cette infection virale avec l'infectiologue, le professeur Louise Fortes. Elle est contagieuse, présente des signes du syndrome et peut tuer à Wambaye. La fièvre hémorragique Crimée-Congo est une maladie qui est due à un virus et elle est contagieuse. Le professeur Louise Fortes explique d'ailleurs les modes de transmission. La contamination se fait par l'intermédiaire des tiques qui sont infectés, mais également par le contact avec le sang et les liquides biologiques des animaux qui sont infectés. Mais également, il existe la possibilité de transmission de l'homme à l'homme par l'intermédiaire du sang et également des liquides biologiques. Des maux de tête, de la fièvre, des courbatures, des signes qui font penser à la grippe. L'infectiologue parle de l'évolution qui peut être mortelle. C'est une maladie qui se manifeste, comme le nom l'indique, fièvre hémorragique. Donc au début, la personne ressent comme de la grippe, un syndrome grippal, des maux de tête, des arthralgies, des myalgies, de la fièvre. Après, il peut y avoir une hémorragie qui apparaît au cours de l'évolution. C'est une maladie qui est mortelle dans 10 à 40% des cas. La prévention, c'est à plusieurs niveaux avec une bonne surveillance. Parce que c'est une maladie qui est d'origine animale. Donc la prévention, tout d'abord, éviter les piqûres de tiques,
Donc, les animaux doivent être, en tout cas, traités pour éviter les piqûres également de tiques, ceux qui sont en contact avec ces animaux. Mais également la prévention va se faire dans les structures sanitaires. Il n'y a pas de vaccin contre la fièvre hémorragique Crimée-Congo. C'est pourquoi il faut plus mettre l'accent sur cette prévention. Restons dans le domaine de la santé pour parler de la suite du grand déménagement de l'hôpital Aristide Le Dantec en vue de sa reconstruction. Les malades ventilés à Abbas Ndao prennent déjà leur marque. Nombreux sont ceux qui se sont présentés dans les différents services de l'hôpital Abbas Ndao pour poursuivre leur traitement ou encore récupérer leurs analyses. Cependant, s'il est vrai que la qualité de service est appréciée par les anciens pensionnaires de Dantec, des anomalies sont tout de même décelées, surtout en ce qui concerne le plan organisationnel des malades. Reportage Roguiatou Saro. Assis sur un banc de l'hôpital Abbas Ndao, Biram Niang fait partie des anciens patients de l'hôpital Aristide de Le Dantec redirigés dans cet établissement sanitaire. Biram loue la qualité de service qu'on a commencé à lui donner. Je n'ai pas eu de grandes difficultés à l'hôpital Abbas Ndao. Les médecins sont au petit soin avec moi. Vraiment, je suis satisfaite par la qualité de service. Mariam Diop ne dit pas autre chose. Elle est au chevet de sa sœur Alité. Rien que l'accueil nous soulage. Quand on vient ici, les médecins s'occupent au mieux de nous. Toutefois, des efforts restent à faire, confie Mamadou Diop, qui attend d'être consulté depuis ce matin. On doit augmenter les médecins par rapport aux malades. Pour les malades, l'offre est supérieur à la demande. Ce qui prouve que peut-être c'est les informations qu'on a reçues venant de Dantec et autres hôpitaux qui ont commencé à fermer la porte. Une qualité de service à parfaire malgré tout. Le personnel soignant au chevet des malades n'a pas voulu se prononcer. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Souleymane Niang. Le bras de fer se poursuit entre une partie du personnel et la direction de la société de télécommunications Expresso Sénégal. Les travailleurs ont organisé un nouveau sit-in ce matin devant le siège de l'entreprise à Dakar. Ils dénoncent le licenciement qu'ils jugent abusif de dizaines de leurs camarades. Ils soupçonnent le directeur général d'avoir le projet de remplacer le personnel déflaté par des agents de nationalité soudanaise. Aminata Ba. Ils ont tous envoyé le siège de Expresso Sénégal. On ne touche pas au personnel, non à la dictature, c'est le maître mot. Des brassards rouges autour du cou et du poignet, ces travailleurs de Expresso Sénégal réclament la démission de leur directeur général, Rabi Al-Mamoun. Ils expriment leur colère. El Hadji Abdoulaye Seck, porte-parole du jour. Du licenciement sans motif valable d'une cinquantaine d'employés de Expresso Sénégal. Motif économique qui n'a été sous-tendu par aucun document financier. C'est une situation catastrophique ce qui se passe. Pareille situation dans ce pays. Remplacer des Sénégalais par des Soudanais, c'est ce qui motive selon eux leur licenciement. Et ces travailleurs ne comptent pas se laisser faire. On soupçonne un remplacement des Sénégalais par des Soudanais. Il n'y a pas autre chose. On a vu des directeurs qui ont été vraiment mis au frigo au profit de Soudanais. Leurs camarades ainsi que des organisations de la société civile sont venus apporter leur soutien. Samba Yemambouch, chargé de la syndicalisation du comité sectoriel, poste du syndicat national des travailleurs de la Poste et des télécommunications. Situation extrêmement grave qui se passe au niveau de Expresso. Nous les Sénégalais, on ne va pas laisser faire. Ils sont là depuis plus de 14 ans. On va lutter à leur côté. Stop Expresso. Le syndicat demande aux autorités compétentes de réagir au plus vite. Nous en appelons vraiment l'application du chef de l'État, du ministre des Télécoms, du directeur de la RTP. Nous sommes au Sénégal quand même. Expresso Sénégal n'a pas fonctionné puisque les travailleurs de la boîte ont croisé les bras et ils comptent poursuivre le combat pour faire reculer leur directeur général.
Évoquons maintenant la crise à la Sénélec avec la tension de trésorerie que nous évoquions il y a quelques jours sur cette même antenne. La situation pourrait se décanter dans les prochains jours. La Société nationale de distribution de l'électricité a reçu plusieurs promesses de paiement de ses gros clients. L'État du Sénégal a aussi décidé de venir en renfort pour éviter aux populations un blackout. Mohamed Ali Mouba. Oui, des promesses fermes de paiement données à Sénélec pour que la société de production et de distribution d'électricité consente à ne pas interrompre la fourniture du courant à ses clients mauvais payeurs. Le TER qui doit 1,2 milliard à Sénélec a promis de régler l'ardoise au plus vite, tout comme Seno et Sonatel. L'État du Sénégal a promis de son côté d'appuyer de manière significative Sénélec sans dévoiler pour le moment le montant qui va être décaissé. Le ministre du Budget va d'ailleurs rencontrer dans les prochains jours la direction financière de la boîte. Dans la foulée, le ministre du Pétrole a joué les bons offices pour entre Sénélec et ses concessionnaires. Ces derniers, vous le savez, qui distribuent le courant dans le monde rural doivent donc une facture de 11 milliards à Sénélec. Pour le moment, les promesses de paiement ont réussi à calmer les ardeurs des producteurs privés indépendants qui, vous le savez, ont servi donc des mises en demeure à la Sénélec pour des impayés qui s'élèvent à 200 milliards de francs CFA. Et Sénélec était jusque-là dans l'impossibilité d'emprunter aux banques aussi. Mohamed Ali Mouba en direct dans ce studio. Merci. À 12h. Et 12 minutes, venons-en maintenant à cette polémique autour de la supposée meilleure élève du Sénégal au BFM. Ndeye Alima Fall, avec une moyenne de 17,67, n'est pas la meilleure élève. Rien que pour l'académie de Pikine Guédiawaye, il y a à noter une moyenne de 18,33, de 17,87 et une moyenne de 17,71, entre autres. Elle serait devancée par au moins 4 de ses camarades du même département. Plus de détails avec Oumambo. La meilleure moyenne au BFM à l'inspection d'académie de Pikine Guédiawaye est de 18,33 et non 17,67 comme le pense Decan. Mieux encore, il y a 2 17,87 et un 17,71. Tout ça remet en cause donc cette information qui circule depuis quelques jours disant qu'une certaine Ndeye Alima Fall, habitante de Guinaw Rail Sud, avec une moyenne de 17,67 est la meilleure élève du Sénégal, alors que si l'on se fie aux résultats finaux, elle serait 5e, peut-être même en dessous, rien que dans l'académie Pikine Guédiawaye. Notre source de bonne foi nous apprend également que le travail pour déterminer la meilleure ou le meilleur élève au BFM dans les 16 inspections d'académie du Sénégal n'est pas encore fini. RFM Guédiawaye, Omar Mbow. RFM, la radio de toute l'actualité. Une frange du MFDC se démarque de l'accord de paix signé le 4 août dernier entre l'État et le mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Des responsables de l'aile de Mango Kuroto remettent en cause cet accord et la légitimité des signataires. Ils ont tenu une réunion hier. Écoutons le porte-parole du MFDC de Mango Kuroto, Amadou Djiba, au micro de Lamine Ba. Nous qui sommes réunis ici, nous ne sommes pas d'accord du tout sur ces accords-là. Parce que ce n'est pas le MFDC authentique qui a signé ces accords-là. Ces accords-là ont été signés par un MFDC que nous ne connaissons pas. Parce qu'en fait, c'est un MFDC qui s'appelle comité provisoire. Un comité provisoire, n'est-ce pas, ne peut pas signer à la place du MFDC authentique. Nous récusons, n'est-ce pas, cette signature, n'est-ce pas, de Guinée-Bissau. Et César Atoute Badiate, nous savons très bien qu'il est souffrant, il est malade. On amène César Atoute Badiate, n'est-ce pas, pour faire signer un document, alors qu'il n'est même pas de fonction. Il est condamné ensuite, il est condamné à perpétuité. Et sur ce, quelqu'un qui est condamné à perpétuité, qu'on amène encore pour faire signer, n'est-ce pas, un document. Donc cela veut dire que celui-là, il vaque, n'est-ce pas, à ses occupations. Alors que certains sont là croupis, en prison, et jusqu'à présent, ils sont là-dedans. Cela aussi doit bénéficier, n'est-ce pas, de cette largesse-là. Nous ne sommes pas du tout d'accord sur ces accords, sur cette situation qui s'est passée en Guinée-Bissau. Parce qu'en fait, oui, nous MFDC, n'est-ce pas, de Mangoukuro, c'est pas notre... Nous n'en voulons pas. Ouais. Ce que nous souhaitons toujours, c'est la table de négociation. Ça, nous demandons cette table de négociation. Mais toujours est-il que notre conviction, c'est toujours l'indépendance. Nous cherchons l'indépendance et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est l'indépendance, n'est-ce pas, que nous cherchons.
Allons à Bambey où l'entreprise chinoise en charge de la construction de l'autoroute Ila Touba a annihilé l'espoir des communautés qui espéraient hériter des forages utilisés dans le cadre de la construction de l'infrastructure. Le matériel de puisage a été désinstallé et la base de vie vandalisée. Les promesses d'investissement n'ont jamais été réalisées. Les communautés crient au scandale. Babacar Diouf. C'était une promesse ferme. La Chinese Road Building Corporation devait rétrocéder les 4 points d'eau aux communautés impactées par le tracé de l'autoroute Ila Touba. À la surprise générale, l'entreprise a remballé tout le matériel d'exor installé au niveau des forages de Bambey. Aliou Thiaw, habitant dans le village de Darou Thiaw. Le forage a été désinstallé par ces derniers et jusqu'à présent, il se trouve au lieu d'un de nos champs et jusqu'à nos jours le champ n'a pas été occupé, le forage n'a pas été occupé parce que tout le matériel a été démonté par ces Chinois-là et repatrié dans leur base qui se trouve à Bambey et le forage il se trouve sur place sans aucune occupation. Les autorités sénégalaises empêchent ainsi à plusieurs jeunes des communes de Ngogom et Lambaye de pratiquer le maraîchage et l'arboriculture. C'est une eau qu'on peut boire et encore c'est une eau qui peut servir au maraîchage. À l'heure où on vous parle comme ça, le village n'a pas doté d'une surface maraîchagère où on peut utiliser réellement ici. Les femmes peuvent l'utiliser pour l'agriculture. Ce n'est pas le seul acte de sabotage attribué à cette communauté étrangère. La base qui leur servait de siège a été vandalisée et l'essentiel du matériel emporté par leurs soins. La présence de cette entreprise chinoise avait suscité espoir dans les communautés avec une promesse ferme d'investissement de plus de 100 millions. Mais à l'heure du bilan, presque rien n'a été fait sous l'œil complice de certaines autorités. Bambey. RFM Babacar Diouf. À 12h17, on reparle de la sortie du porte-parole du Khalife général des Mourides sur la hausse du prix de l'oignon, entre autres. Les populations saluent le geste de l'autorité. Certains que nous avons rencontrés dénoncent avec la dernière énergie l'acte posé par certains commerçants véreux. Elles invitent le service du commerce à poursuivre les opérations et les autorités à davantage se prononcer sur la vie chère. Vox Pop réalisé à Touba par Pape Balagueye. Ça ne se limite même pas à Touba, c'est venu jusqu'à Mbac. C'est indigne et irrespectueux parce qu'il y avait des commerçants qui avaient stocké. Hier, j'ai acheté quelque chose à manger dans un restaurant. Ils m'ont dit que le prix d'oignon n'est pas encore en baisse. Je les ai demandé l'adresse de celui qui les vend de l'oignon. Le service du commerce départemental doit encore sévir. Touba doit faire l'exception et donner l'exemple. On ne peut pas se réclamer talibé de Serigne Touba et faire certaines choses en direction des populations. Un sac d'oignon à 50 000 francs le jour du Makal de Serigne Moustapha est inadmissible. Ils doivent être plus indulgents, comme le recommande Serigne Touba. Autre chose, ils savent que tout est cher, il n'y a pas d'argent. Alors pourquoi poser cet acte sans l'aval des contrôleurs économiques qui d'ailleurs ne disent rien, de même que l'association des consommateurs. C'est très difficile pour nous. Acheter des kilos d'oignons à 1000 francs, c'est toujours cher. Nous sommes obligés de faire avec ce que nous donnent nos maris. Les autorités doivent encore se prononcer. Ce qui est grave, ça s'est passé entre Touba et Mbaké. C'est ce qu'ils avaient dit au temps de Maître Abdoulaye Wade. Ils avaient dit que c'est eux qui avaient haussé les prix. C'est ce qui a causé la chute du président. Donc je pose une question. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière ces commerçants-là? À Dakar, le sac de l'oignon se vend entre 19 000 et 21 000 francs CFA. Le kilogramme coûte donc entre 900 et 1000 francs CFA. Un prix jugé trop cher par les commerçants et autres tabliers au marché de Tilène. Les ménagères, elles aussi, se plaignent de la cherté. Les autorités sont également interpellées ici dans la capitale, Oumou Kalsoumli. Astoussen tient un restaurant à Rebeuss. Elle est au marché pour acheter des condiments devant accompagner le menu du jour. La cherté du prix du kilogramme d'oignon la pousse à diminuer la quantité qu'elle avait l'habitude de préparer. À chaque fois, c'est lui qui me vend l'oignon. Il a même des problèmes pour écouler son stock tellement que le prix du kilogramme est très élevé. J'avais prévu de préparer du couscous, mais je suis obligée de changer de menu. À l'intérieur du marché, Mamoudou Diallo, debout sur une table, découpe un à un les oignons pour ensuite les mettre dans des sachets en plastique pour les revendre. Son activité est au ralenti avec cette hausse du
prix de l'oignon. Actuellement, on vend le kilogramme d'oignon entre 900 et 1000 francs CFA. Ce n'est pas ce que nous souhaitons, mais on est obligé. Avant-hier, j'ai acheté le sac à 20 000 francs CFA. Omar Sidibé est vendeur dans ce marché. Dans sa cantine de 2 mètres carrés, des produits de toutes sortes sont exposés sur les étagères. Ce commerçant se dit dépassé par des événements. J'ai un stock que je n'arrive toujours pas à écouler. Le kilogramme d'oignon est trop cher. Entre 900 et 1000 francs CFA, je préfère arrêter de vendre l'oignon. Les autorités doivent réagir. Le prix du kilogramme d'oignon se vend au marché Tilène entre 900 et 1000 francs. Commerçants et acheteurs jugent trop cher. Les ménagères disent exclure certains plats comme le yassa à cause de la cherté du produit. RFM. L'actualité internationale. Le journal Inter avec vous, Anna Rocha, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo crée son parti politique à 3 ans de la présidentielle. C'est officiel depuis samedi. Simone Gbagbo est la présidente du mouvement des générations capables. L'ex-première dame ivoirienne a été portée à la tête du parti à l'issue d'une assemblée générale tenue à Abidjan. Les précisions de Gobia Yabi sur place. Seule candidate à la présidence du mouvement de génération capable à MGC, Simone Gbagbo a été élue à l'unanimité par plusieurs centaines de délégués venus de tout le pays. Avec pour devise audace, solidarité, liberté, le MGC est un courant politique fortement ancré dans la social-démocratie qui a un idéal de construction d'une Côte d'Ivoire réconciliée, pleine de justice et d'équité selon Dr Simone Gbagbo. Aujourd'hui, c'est un euphémisme que de dire que notre pays, à bien des égards, se trouve à la croisée des chemins. Il ne faut surtout pas s'arrêter aux apparences trompeuses d'une prétendue croissance macroéconomique à 2 chiffres claironnés ici et là. Dans tous les secteurs d'activité, les clignotants sont au rouge. Le MGC est un parti politique qui met en mouvement toutes les générations, car toutes ont d'invariables aspirations. Transformer leur monde et se construire une vie excellente, paisible, remplie de fruits et d'actions. Toutes sont capables pour faire avancer la Côte d'Ivoire et même l'Afrique. À 73 ans, l'ex-première dame revient sur la scène politique à la tête du MGC. Avant d'être transformé en parti politique, il s'agissait d'une coalition de mouvements de soutien à Simone Gbagbo créée en septembre dernier, avec déjà dans sa ligne de mire la présidentielle 2025. Gobia Yabi, Abidjan, RFF. À Port-Boué, dans le sud d'Abidjan, c'est un nouveau drame qui frappe le monde des médias ivoiriens. Le corps sans vie d'une journaliste animatrice radio de 31 ans a été découvert le week-end dernier à son domicile. Soupçonné par les enquêteurs d'être lié au meurtre, son petit ami a été arrêté hier dimanche. Au Kenya, Raila Odinga a déposé un recours en ligne auprès de la Cour suprême. Sorti deuxième de l'élection présidentielle du 9 août dernier, il continue de contester les résultats publiés la semaine dernière par la commission électorale kenyane. C'est l'un de ses avocats qui a fait l'annonce du recours ce matin à l'agence France Presse. Salimata Ao. Raila Odinga avait annoncé son intention de contester les résultats donnés le 15 août par la commission électorale, des résultats qu'il avait qualifiés de parodie. Selon Daniel Monzo, un des membres de l'équipe juridique de Raila Odinga, le recours a été déjà envoyé. La copie doit arriver avant 14h. 11h GMT, heure limite pour déposer un recours. Le 15 août, l'annonce des résultats par l'IEBC avait donné lieu à une scission au sein de cet organe indépendant en charge de l'organisation du scrutin. 4 des 7 commissaires avaient annoncé rejeter les résultats quelques minutes avant leur annonce. Depuis 2002, toutes les élections présidentielles au Kenya ont été contestées, donnant parfois lieu à des affrontements sanglants. Figure de l'opposition soutenue pour cette élection par le président sortant Uhuru Kenyatta, Raila Odinga avait annoncé son intention de contester les résultats le 15 août par la commission électorale. Pour terminer, Souleymane, retenez que depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y a 6 mois maintenant, environ 9000 soldats ukrainiens ont été tués. Une déclaration faite ce matin par le commandant en chef de l'armée ukrainienne. Une information de nos confrères de Radio France Internationale.
Anna Rocha, merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans quelques minutes, dans notre rubrique Point de vue, nous ferons l'évaluation à mi-parcours du plan Orsec, un peu plus de 2 semaines, après son déclenchement à la suite de fortes pluies qui se sont abattues sur la quasi-totalité du territoire national. C'était le 5 août dernier, et pour en parler, nous serons avec le commandant Martial Ndion de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, un des responsables du plan Orsec pour la région de Dakar, et avec Abdou Samad Diouf, coordonnateur de la plateforme des acteurs pour la lutte contre les inondations. RFM Sport. Vous l'avez compris, le journal des sports à l'instant avec vous, Malal Junior Diagne. Bonjour. Bonjour Souleymane. On commence avec du football. Les sélections de jeunes du Sénégal se portent bien en Afrique. Et elles se portent très très bien en Afrique parce qu'elles arrivent à remporter plusieurs compétitions dans lesquelles ces sélections sont engagées. Comment expliquer cette réussite? Réponse avec Solekan. Le travail abattu sur la petite catégorie au Sénégal commence à porter ses fruits. Le résultat de la sélection U15 qui vient de remporter le tournoi WAFOA l'a bien confirmé selon le président de la coordination nationale des écoles de football du Sénégal, Alpha Dabo. Aujourd'hui, on est envié par beaucoup de pays de l'Afrique qui aujourd'hui vraiment aimeraient avoir l'organisation que nous avons, nous en tant que CONEF et en tant que Fédération sénégalaise de football. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est l'organisation des écoles de football qui viennent s'appuyer ou appuyer vraiment le travail qui a été commencé par les académies telles que Djambar, Génération Foot, Dakar Sacré-Cœur et autres. Toujours selon notre interlocuteur, le système mis en place pour éradiquer la fraude sur l'âge a aussi joué un rôle extrêmement important sur ces belles performances. Vu la participation régulière de nos différentes sélections de jeunes dans les différentes compétitions continentales, cela explique tout simplement effectivement que les gens savent qu'aujourd'hui, avec la fraude sur l'âge, cela ne permet pas d'avancer, cela ne nous permet pas d'évoluer. Le président de la coordination nationale des écoles de football du Sénégal souligne que le suivi de ces jeunes n'est pas laissé en rade. Il y a pas mal de jeunes qui étaient partis l'année dernière en Guinée pour participer à la première édition. Et cette année, ils sont dans l'équipe U17. C'est tout simplement une suite logique qui leur est réservée, c'est-à-dire à savoir, si jamais ils quittent cette catégorie-là, il y a aussi une catégorie des U17 qui les attendent. Avec ce deuxième trophée consécutif, le Sénégal a remporté presque tous les titres individuels. Meilleur gardien, MVP et meilleur buteur. Le trophée de la Coupe du Monde à Dakar au mois de septembre prochain, c'est donc dans le cadre de la promotion de la Coupe du Monde. Les responsables de cette activité ont fait face à la presse ce matin. Karim El Sahil a expliqué comment la venue et la présentation de la Coupe du Monde va se faire. Karim El Sahil, que nous écoutons. Le but de cette conférence de presse, c'est une conférence de presse, c'est pour annoncer officiellement la venue du trophée de la Coupe du Monde qui va arriver le 6 septembre au Sénégal. Nous avons beaucoup insisté parce que le trophée était déjà venu il y a de cela 4 ans. Mais là, comme cette année, nos Gaïndés nous ont fait l'honneur et le plaisir de nous qualifier à la Coupe du Monde, après leur brillante victoire à la Coupe d'Afrique des Nations, nous avons beaucoup insisté pour ramener le trophée et la FIFA, en partenariat avec Coca-Cola qui est son sponsor, a accepté de faire passer le trophée au Sénégal. Donc pour nous, c'est un moment, comme on dit, magique. Voilà donc Karim El Sahil au micro de Fodé Gassama pour finir par la partie football Souleymane avec le tournoi Ndamli qui va jouer ses demi-finales ce mercredi au stade municipal des Maris plutôt. HLM Baye Gaïndé va jouer contre l'ASC Farbada Yembol à 16h. À 18h, l'ASC Kassanka fera face à l'équipe de Guinawa. Basketball à présent, les Lions du Sénégal jouent leur match de préparation avant le tournoi de Monastir. Le dernier
dernier match, ce sera aujourd'hui face à l'équipe de l'Égypte en Tunisie. Les Lions vont jouer à partir du 26 cette fenêtre FIBA pour la qualification de la Coupe du Monde. Wouri Diallo, journaliste au quotidien, explique comment les Lions doivent faire pour décrocher la qualification dans une poule composée avec des équipes comme le Soudan, la Côte d'Ivoire, mais également la Tunisie, pays organisateur. Le Sénégal quand même a toutes ses chances de se qualifier, effectivement, malgré les contre-performances lors de la dernière fenêtre en Égypte. Ce ne sera pas facile, mais le Sénégal, je pense, a quand même les moyens cette fois-ci de faire un bon résultat devant la Tunisie, devant le Sud-Soudan et le Cameroun. Mais comme je dis, tout dépendra du comportement de l'équipe par rapport à ce premier match-là contre le Sud-Soudan. Il faut gagner ce match-là. Et maintenant, avant de songer à la Tunisie. Ce ne sera pas facile parce que le Sud-Soudan n'a pas connu de défaite. La Tunisie va jouer à domicile. Donc c'est peut-être contre le Cameroun qu'on a plus de chance. Mais maintenant, tout dépendra du comportement, comme je dis, de l'équipe. Il y a une bonne préparation. On a pu jouer quand même 3 matchs amicaux. 2 matchs avec, contre le Cap-Vert et un dernier aujourd'hui contre l'Égypte. Donc c'est suffisant pour, au niveau de la préparation. Maintenant, tout dépendra donc, du comportement de l'équipe pendant ce premier match-là contre le Sud-Soudan. Voilà, Suleiman, c'est tout pour les sports. Merci Malal Junior Diagne, il est 12h31. Beko et Electronic Corp, partenaires des grandes marques, vous offrent votre revue de presse. La presse du jour passée en revue par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, l'audience que le président Macky Sall a accordée aux députés de Benno Bokk Yakaar. Comme promis et juré, Macky Sall a reçu donc sa majorité ce quelques jours avant l'installation de la 14e législature. Beaucoup de confrères font le compte-rendu de ce face-to-face entre un capitaine et son équipe. Et le quotidien note tout d'abord que la rencontre a duré de 16h à 2h du matin et des gages ont été donnés au président. Tout se passera bien. Ils sont prêts à ferrailler avec l'opposition. C'était un moment d'allégeance renouvelé, écrit du coup le commentateur du journal, et de dire dans la foulée que le gouvernement va être formé au lendemain de l'installation de l'Assemblée nationale. Quid des postes alors à l'Assemblée? Le journal Les Échos note que le président a reçu carte blanche de ses députés pour dérouler. Seulement, il a regretté qu'on ne le défende pas assez. Je vais nommer un gouvernement de combat. Il faudra défendre la politique qu'on va définir, sinon on cède la place. Pour l'AS, Macky dope ses troupes et il avait encore hier à ses côtés Papi Moustapha Niasse. L'observateur note donc durant toute la rencontre, les 82 députés de Benno Bokk Yakaar se sont exprimés et ont convaincu le président qu'il n'avait rien à craindre. Le confrère revient sur les tentatives de débauchage de députés de Yewwi et les consignes de guerre du président pour les jours à venir. La guerre d'Adji Sarr contre Ousmane Sonko, la bonne dame qui s'impatiente et s'apprête donc à saisir la Belgique. Une plainte va être déposée à Bruxelles selon le journal LAS, épaulée par Gabrielle Kane et d'autres féministes à l'international. Adji Sarr prête à ce qu'on lui rende justice dans cette affaire. Abdoulaye Wade, de son côté, s'impatiente lui aussi. Le pape du Chopi veut le retour de son fils Karim Wade. Tribune qui donne la nouvelle ce matin nous dit que Maître Wade a rappelé au Khalife général des Mourides le protocole de Massalikul Jinan devant Serigne Mountakha Mbacké. Macky avait promis le retour de Karim sans condition, rappelle le journal. Le Parti démocratique sénégalais, toujours avec ses démissions actées de Toussaint Manga, l'ancien député libéral, a annoncé à ses démissions via une lettre adressée au secrétaire général national Abdoulaye Wade, titre le journal Source A. Karim annonce sa candidature pour 2024. Toussaint quitte le PDS, titre le journal, à cause à effet que le confrère n'explique pas toutefois. Dans Sud Quotidien, Dr Ella Omar Diop, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, invite en tout cas Macky Sall à dialoguer avec l'opposition pour éviter des lendemains sombres au Sénégal. Il dit sans une négociation entre l'opposition et la majorité sur certains dossiers, la collaboration sera extrêmement difficile. Ce défilé dans les commissariats de Dakar des abonnés de Wave, système de transfert d'argent mobile monnaie, leurs comptes ont été vidés, indique Source A. Un artiste très connu de la place
Abbas dit: on m'a volé mon téléphone jeudi dernier vers 17h. Mon compte Wave a été vidé à 17h30. Dans le soleil, la mise en œuvre du programme Cash Transfert, plus de 163 000 bénéficiaires à la caisse dès cette semaine. Oui, une pause des versements qui était due donc à la campagne électorale des législatives. Dans le journal Libération, la direction générale de Expresso qui perd le réseau, représailles contre des agents là-bas. Le confrère écrit qu'après le licenciement collectif de plusieurs travailleurs pour motif économique, 50 autres agents licenciés pour port de brassard rouge. L'UNSAS dénonce les manœuvres malsaines de la direction générale. Guy Sagna est venu en soutien. Il affirme en 12 ans d'exploitation, Expresso n'a quasiment pas eu à faire d'investissement au Sénégal. Et puis sport, Sunulam saison 2021-2022, bilan financier du CNG, 170 millions encaissés, 157 dépensés, 12 encaisses, 145 journées organisées, 128 écuries en lice vers une réduction aussi du temps des combats. Birasen, le patron du CNG, affirme la saison prochaine, il y aura des changements. Bonne octobre. Beko et Electronic Corp, partenaires des grandes marques, vous ont offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h, un peu moins de 36 minutes, bienvenue à notre rubrique Point de vue. Nous tenterons de faire une évaluation à mi-parcours du plan Orsec déclenché le 5 août dernier à la suite de fortes pluies qui se sont abattues sur la quasi-totalité du territoire national. Nous serons avec le commandant Martial Ndione de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, un des responsables du plan Orsec pour la région de Dakar dans un instant. Pour l'instant, nous sommes en ligne et en direct avec M. Abdou Samad Diouf, coordonnateur de la plateforme des acteurs pour la lutte contre les inondations. M. Diouf, bonjour. Bonjour Souleymane. Alors, un peu plus de 2 semaines après le déclenchement de ce plan Orsec, du point de vue des acteurs non étatiques tels que vous, où en est-on de la mise en place des moyens du plan Orsec et surtout des opérations sur le terrain? Souleymane, je vous remercie et je remercie tout le monde, l'ensemble aussi des Sénégalais et des Sénégalaises, et vous remercie pour le travail que vous êtes en train de faire, surtout dans le cadre des inondations, un travail formidable. Donc actuellement là que nous sommes, très franchement, pour dire vrai, parce que l'État a déclenché le plan Orsec depuis le 5 août passé. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore senti carrément le plan Orsec au niveau de la banlieue. Pour beaucoup de raisons. Parce que j'ai interpellé les autorités étatiques sur la situation. Parce qu'on ne peut pas déclencher le plan Orsec depuis le 5. Nous, les acteurs qui s'activent pour la lutte contre les inondations, être toujours aux côtés de la population, on n'a pas encore reçu des moyens venant de l'État du Sénégal. C'est déplorable. Mais quels sont les moyens que vous attendez, Abdou Samad Diouf? Parce qu'actuellement, si on parle de problème du plan Orsec, donc c'est un plan d'urgence. Quand on parle de plan d'urgence, peut-être c'est des motopompes, du carburant et tout ça. Et tout parce que ça va nous permettre de continuer le pompage, de faire au moins de soulager la population. Mais depuis lors, on n'a pas encore reçu. Mais j'ai interpellé les autorités sur la situation. On m'a expliqué parce que, donc, il y avait des motopompes de l'année dernière. Mais j'ai dit, le plan Orsec de l'année dernière, c'est pas le plan Orsec de cette année. Ils ont débloqué des moyens pour cette année. Moi, je pense que ce qui est normal, c'est d'acheter des motopompes et donner ça aux populations. Parce que c'est pas peut-être les motopompes qui règlent définitivement le problème, mais c'est un problème d'urgence. Et quand on parle de plan Orsec, c'est quoi? C'est un plan d'urgence, c'est pour sécuriser les populations, pour faire sortir le plus rapidement les populations sur les eaux. Et je pense que si l'État n'a pas fait ça aujourd'hui, nous, notre devoir, c'est d'alerter et dire la vérité réellement pour ce qui se passe. Parce que nous, vraiment, pour dire vrai, le problème des inondations, pour nous, c'est une obligation pour nous, les acteurs, de venir accompagner les populations et travailler en parfaite collaboration avec l'État du Sénégal. Abdou Samad Diouf, dans un instant, nous reviendrons sur cet argumentaire, notamment sur le fait que vous le dites vous-même, en situation d'urgence, il faut peut-être aussi faire avec les moyens du bord, c'est-à-dire les moyens disponibles, issus du plan Orsec précédent. Mais vous répondrez à cette interpellation dans un instant, parce que nous avons été rejoints par le commandant Martial Ndione de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, un des responsables du plan Orsec pour la région de Dakar. Bonjour mon commandant. Oui, bonjour. Alors question simple, à 2 semaines, après, un peu plus de 2 semaines, après le déclenchement du plan Orsec, où en est-on
quant aux moyens et aux opérations sur le terrain du point de vue des sapeurs-pompiers et sur le périmètre de la région de Dakar, puisque c'est le périmètre qui vous concerne directement, vous. Oui, pour ce qui concerne les opérations de pompage dans la région de Dakar, comme vous l'avez dit, je suis le responsable. Et comme j'ai l'habitude de le dire, avant même le déclenchement du plan Orsec, on avait mis en place un dispositif pour faire l'écrêtage de la plupart des bassins qui étaient des réceptacles d'eau. Vous pouvez nous expliquer de façon succincte ce qu'est l'écrêtage des bassins? Vous savez, dans la région de Dakar, il y a un certain nombre de bassins réalisés et qui ont de l'eau en permanence, donc 12 mois sur 12. Maintenant, dans le courant du mois de juin, on a mis en place un dispositif, des moyens de pompage pour vider ces bassins. D'accord. Et de ce fait, quand il y a une grosse pluie, au lieu que l'eau qui tombe va rejoindre l'eau existant dans les bassins, mais on aura pratiquement un bassin vide qui pourra recevoir cette eau. D'accord. Et c'est ce qui nous a permis, après la dernière grosse pluie, pratiquement, on n'a pas eu de problème particulier. Maintenant, sauf à la zone de captage où le bassin a littéralement cédé. Oui, à la zone de captage, le bassin a littéralement cédé. Nous, on est déployé au niveau de la zone de captage, mais ce n'est pas au niveau du bassin même. Il y a un service qui est responsable du bassin. Nous, on gère les habitations et le terrain de la zone de captage. Et la particularité de la zone de captage, on a une remontée permanente de la nappe. Parce que le gouverneur a mis à notre disposition des moyens d'épuisement pour pouvoir faciliter l'évacuation des eaux au niveau de ces maisons. Mais à chaque fois, quand on libère une maison, 30 minutes, 40 minutes après, on revient, on trouve la même hauteur au niveau de ces sites. Donc ça, c'est la particularité du bassin de la zone de captage. D'accord. Vous disiez donc que vous aviez commencé par écrêter les bassins et qu'en est-il des autres opérations? Donc, hormis l'écrêtage des bassins, on a mis en place un dispositif un peu partout au niveau de la région et on est en train de faire des opérations de pompage. Il y a le secteur de Kermassar, il y a le secteur de Dakar, il y a le secteur de Rufisque. Donc, on a mis en place un dispositif avec des électropompes et des motopompes. Maintenant, on continue de faire les reconnaissances. Les reconnaissances nous permettent de connaître les lieux où il y a de l'eau. Et à partir de ce mois, maintenant, on déploie encore des moyens supplémentaires. Donc, c'est une opération qu'on effectue après chaque pluie et à chaque fois qu'on reçoit des informations concernant une zone où il y a de l'eau. Mais justement, mon commandant, vous avez entendu Abdou Samad Diouf à l'instant parler de la non-implication, en tout cas pas suffisamment d'implication des organisations non étatiques telles que la plateforme des acteurs de lutte contre les inondations. Quelles sont les collaborations que vous avez avec ce type d'acteurs sur le terrain? Pour ce qui concerne la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, nous, on travaille avec les populations dans les différents quartiers. En l'occurrence, les délégués de quartier et certaines organisations de jeunes qui sont dans ces quartiers même. Parce que nous, on ne peut pas venir de l'extérieur, venir travailler dans le secteur et ne pas impliquer la population. Le travail ne sera pas efficace. Et on a également besoin de main-d'œuvre dans ce sens. N'est-ce pas? Alors, nous, on travaille en étroite collaboration avec certains responsables des quartiers et également avec les délégués de quartier. Pas avec des organisations fêtières. Alors là-dessus, je reviendrai à vous, mon commandant, tout à l'heure. Abdou Samad Diouf, vous avez entendu le commandant Martial Ndione. Donc, à la limite, il faut pas s'étonner que vous ne soyez pas impliqué comme vous l'auriez souhaité, puisque les acteurs principaux du plan Orsec travaillent directement avec les communautés à la base. Bon, je l'ai entendu, c'est un ami, on travaille ensemble. Moi, je n'ai jamais dit que l'État n'a pas fait des efforts. J'ai dit, pour le plan Orsec de cette année, parce qu'en début de l'hivernage, lui-même, il m'a donné un motopompe de 150 m3 par heure, le commandant Martial Ndione. Mais pas à votre titre de plateforme des acteurs de lutte, c'est dans votre quartier. Non, actuellement, la motopompe est actuellement au niveau de la commune de Diamaguène-Sicap-Mbao, dans le bassin de Samsam 2. C'est cela. Mais je n'ai pas dit ça. Nous, on travaille en parfaite collaboration. Mais ce que nous demandons, c'est beaucoup plus de considération et beaucoup plus de moyens. D'accord. Parce que depuis qu'ils ont déclenché le plan Orsec, on n'a pas encore reçu. On nous a envoyé 500 litres de carburant et c'est par le biais du gouverneur de la région de Dakar. Et quand on parle de la plateforme,
c'est l'ensemble des acteurs qui s'activent au niveau de la région de Dakar, de Kermassar, de Guédiawaye, dans le département de Pikine. Moi, je pense que 500 litres de carburant ne peut pas régler le problème. Nous, les populations, nous, on a acheté des motopompes avec nos moyens, et c'est à nous de cotiser pour acheter du carburant. Est-ce que tu trouves que ça, c'est normal? C'est vrai que c'est une réponse communautaire. C'est normal que nous, les acteurs, on achète des motopompes. C'est normal si on a les moyens de le faire. Mais le responsable numéro 1 qui doit faire ça, c'est l'État du Sénégal. Parce qu'on ne peut pas prendre nos responsabilités de nous engager humainement, physiquement, mais si les moyens ne viennent pas comme on le souhaitait, donc c'est très normal d'alerter et aussi de crier pour leur dire que ce que nous attendons de vous, pour le déclenchement du plan Orsec, on n'a pas encore vu le bout du tunnel. Alors, vous disiez tout à l'heure, Abdou Samad Diouf, je vous relance là-dessus pour vous permettre de poursuivre votre raisonnement, que avec le nouveau plan, de nouveaux moyens ont été mis en place, donc on devrait acheter du nouveau matériel et renforcer les moyens déjà disponibles. Mais effectivement, parce que si on déclenche le plan Orsec, c'est au moins un plan de secours et d'urgence. Moi, je l'ai dit, est-ce que le plan Orsec ne concerne pas les zones de captage et Dakar? Mais nous, ce qui nous concerne au niveau de la banlieue, on n'a pas encore senti le plan Orsec. Je le dis parce que ce que nous sommes en train de faire, nous les acteurs, c'est le bien du pays, mais c'est le bien de l'État. Parce que c'est nous qui dort dans la rue, c'est nous qui passons la nuit avec les populations. Je pense qu'on connaît mieux que les autorités la situation, ce qui se passe actuellement au niveau de la banlieue. Si on donne des informations et alerter et demander des moyens, le devoir de l'État, c'est de venir en aide le plus rapidement possible, de nous renforcer des moyens pour moins qu'on puisse soulager le population. Mais Abdou Samad Diouf, cela n'exclut pas l'utilisation du matériel des plans précédents. Non, mais actuellement, est-ce que ça ne suffit pas? Le matériel là, ça ne suffit pas parce que depuis 2 ans, il y a des matériels qui n'existent depuis plus de 2 ans et il y a des matériels qui ne fonctionnent pas. Moi, personnellement, à mon niveau, j'ai acheté plus de 5 motopompes pour donner ça à la population et les populations eux-mêmes, ils cotisent pour acheter des motopompes. Très bien. Parce que le problème, c'est un phénomène naturel. C'est une obligation pour tout un, chacun, d'impliquer et de participer pour actuellement la situation que nous sommes en train de vivre. Mais il faut qu'on dise la vérité pour que l'autorité compétente vraiment nous vienne en aide. Donc, parce que moi, je ne peux pas comprendre de déclencher un plan Orsec sans l'implication de la Très bien, Abdou Samad Diouf. Il y a un problème de coordination. On vous a bien entendu. Merci beaucoup. Le dernier tour de parole, si vous permettez, au commandant Martial Ndione. Sur justement les moyens qui sont déployés, sont-ils suffisants et sur les leçons apprises de l'exécution des plans Orsec précédents, quelles sont les améliorations qu'on a apportées cette année au plan qui est actuellement mis en œuvre? Bon, quand vous parlez des moyens mis en place, est-ce qu'ils sont suffisants ou pas? Moi, je vais vous dire, on ne peut pas, au niveau de chaque flaque d'eau, mettre une motopompe là-bas. Et comme je vous ai dit, quand on a des informations, après les pluies, on fait des reconnaissances. Et on évalue la situation si on doit mettre là-bas des motopompes ou bien des électropompes. Et à chaque fois que les populations nous sollicitent, on envoie nos éléments, on envoie le matériel là-bas. Mais est-ce que vous sollicitez suffisamment des organisations telles que la plateforme des acteurs pour justement le diagnostic, l'identification des points critiques et peut-être des conseils sur le déploiement du matériel? Non, comme je vous l'ai dit, nous on travaille en relation avec la population, avec les délégués de quartier, avec les jeunes qui sont dans les quartiers. Abdou Samad dont vous parlez, je travaille avec lui. C'est un ami même déjà. Donc on travaille et on a des remontées d'informations venant de lui. Je l'appuie à certaines occasions. C'est ça la procédure normale. D'accord. Et quelles sont les améliorations? À chaque fois qu'on demande du matériel, en cas de besoin, on le met à notre disposition et on le déploie sur le terrain. Très bien. Jusqu'à présent, on n'a pas encore de difficultés dans ce sens. D'accord. Et quelles sont les améliorations que vous avez apportées par rapport au plan Orsec précédent? Bon, déjà, quand on a déclenché le plan Orsec, c'est à la suite de la pluie survenue le 5 août. Déjà là-bas, il y avait la zone de captage qui était concernée, il y avait la centrale électrique qui était concernée, la cité Bellevue qui était concernée et le parc de Anne. Et après le déclenchement du plan Orsec, on a déployé nos moyens là-bas. Présentement, le parc de Anne est libéré et on a un dispositif qui est sur place.
La centrale également, on a un dispositif qui est sur place. La cité Bellevue, on a un dispositif qui est là-bas sur place, qui est en train de travailler. Donc les sites que nous avions jugés névralgiques au moment du déclenchement de ce plan Orsec, on les a libérés et on a un dispositif qui est là-bas. Maintenant, pour ce qui concerne la banlieue, notamment Kermassar, on avait mis là-bas un dispositif préventif et qui est en train de fonctionner jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Merci, commandant Martial Dione. Merci, Abdou Samad Diouf. Vous l'avez remarqué, nous n'avons parlé que du plan Orsec dans la région de Dakar, puisque nos deux intervenants du jour résident et travaillent spécifiquement dans cette région. Et bien naturellement, d'autres régions sont touchées par les inondations, notamment la région de Saint-Louis. Nous aurons bien naturellement l'occasion de revenir plus largement sur cette question. Et notamment sur le déploiement du plan Orsec au niveau national, également dans la région de Diourbel, en particulier à Touba, où se trouve le ministre de l'Intérieur et une forte délégation cet après-midi. À 12h50, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée, à la rédaction en chef El Hadj Ndiogoudjen, chef d'édition Seydou Nourouba, à la mise en onde Abdoulaye Diop, digital Maïs Mbaye.